Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de la vidéo où on implémente le jeu du dino sur Pico 8. À la fin de la première partie, je vous avais laissé avec un jeu qui n'était pas tout à fait fini. On doit surtout maintenant s'attaquer à la gestion des collisions. Ensuite on rajoutera un peu de son, le scroll du nuage et un compteur de score. Commençons par ajouter un mode debug qui nous permettra d'afficher des informations supplémentaires utiles pour comprendre le fonctionnement de la détection des collisions au pixel près. En mode debug, je commence par afficher le rectangle dans lequel est inscrit notre dino. Je fais de même pour les cactus. C'est une première étape dans la détermination des zones à étudier pour savoir s'il y a collision ou non. Bien sûr, il faudra stocker les coordonnées de ces rectangles dans des variables. Je vous invite à voir le code source. Il faut comparer les coordonnées des deux rectangles. Dès que les 4 conditions sont réunies, alors il y a une intersection des rectangles. C'est ce que j'ai noté là par intersect qui passe de true à false. Dans un deuxième temps, on doit parcourir les pixels de la zone d'intersection. Si un pixel appartient à la fois au sprite du dinosaure et au sprite du cactus, alors il y a collision. C'est les pixels que j'ai dessinés en orange ici. Je vous mets en lien le testeur de collision qu'on voit ici. Dans un premier temps, je vais écrire une fonction qui détecte l'intersection des hitbox du dinosaure et du cactus. J'écris les 4 conditions que l'on avait vues dans le démonstrateur testeur de collision. Si les 4 conditions sont vraies, alors il y a intersection. Les coordonnées du rectangle d'intersection sont calculées dans une deuxième fonction, hitboxRect. Il ne reste plus qu'à appeler ces fonctions et à dessiner en rouge le rectangle d'intersection dont les coordonnées sont renvoyées par notre fonction. Voilà, ça marche. On avance, mais c'est pas encore fini. Parcourons maintenant tous les pixels du rectangle d'intersection à l'aide d'une double boucle for. Pour l'instant, je mets chaque pixel en orange, preuve visuelle du parcours exhaustif réalisé. Passons aux choses sérieuses en détectant au pixel près la collision dino-cactus. On détermine pour chaque point XY du rectangle d'intersection quelle est la couleur de chaque sprite à cet endroit-là. Si les deux couleurs sont différentes du bleu marine de code 1, choisi comme couleur transparente, alors le pixel est un pixel non transparent du cactus et un pixel non transparent du dino. En mode debug, je colorie ce pixel en orange. Mais en mode classique, quand on n'est pas en debug, la fonction doit renvoyer true dans le cas où il y a eu une collision. Donc je commence par dessiner un sprite de dinosaure qui s'est pris un cactus. On va faire un sprite de dino qui va tirer un peu la langue. Comme ça. Donc on modifie la fonction isReallyColliding pour que debug ou pas debug, je renvoie true s'il y a collision entre les deux sprites. Maintenant, dans la fonction update, on set un flag isGameOver en appelant la fonction isReallyColliding. Si on a le flag GameOver, du coup on positionne le sprite du dino sur notre sprite 13, celui du dino qui tire la langue. Et enfin, en début de fonction, on peut faire le return directement si on est en mode GameOver. Il n'y a plus aucune mise à jour de mouvement à faire. L'heure du test, se prendre un cactus de face, ok. Atterrir sur un cactus, ok, ça fonctionne. Donc pour la première fois, me voici dans l'éditeur de son. On va commencer par créer 2 sons. Un son pour la collision du dinosaure avec un cactus, et un son pour l'action de saut. Voilà pour la collision. Et voilà un autre son qui sera à faire pour les sons. Il ne nous reste plus qu'à faire un appel à SFX avec le numéro de son.
Et voilà, ça marche. Poursuivons l'amélioration du jeu en ajoutant un scrolling différentiel au niveau du nuage, ce qui donnera l'impression que le nuage se situe en arrière-plan. Je crée donc un objet cloud avec le numéro de sprite, la largeur et la hauteur du sprite, la position x et y et la vitesse de déplacement. Ensuite, on remplace l'affichage en dehors du nuage par l'affichage de l'objet nuage à ses coordonnées actuelles. On teste, et on constate que le changement dans le code ne change rien visuellement parlant. Pour animer réellement le nuage, il faut modifier son abscisse en appliquant sa vitesse à chaque exécution de la méthode update. Ah mince, le nuage est parti dans le mauvais sens. On corrige, voilà qui est beaucoup mieux. Maintenant, on doit gérer la réapparition du nuage par la droite quand celui-ci a totalement disparu. Le test conditionnel adéquat nous permet de réinitialiser l'abscisse du nuage. Passons à l'affichage du score. Le score affiché se base sur le nombre de ticks, c'est-à-dire le nombre d'appels à la fonction update. Normalement 30 appels par seconde sur Pico 8. J'affiche simplement l'arrondi du nombre de ticks divisé par 10. Améliorons l'affichage en faisant en sorte que le score soit aligné à droite, et non à gauche comme actuellement. J'ajoute une fonction de padding de chaîne de caractères. Ne reste qu'à appeler cette fonction, et à se décaler un peu plus à droite. Voilà qui est parfait. Je vous laisse le soin d'améliorer ce jeu à votre convenance, vous trouverez un lien vers le code source dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.